Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à Droit de réponse, votre magazine qui questionne toutes les semaines le traitement de l'actualité par la presse avant tout débat dans le fond des questions. Je vous propose cette semaine 3 escales. D'abord, ce qui mérite désormais d'être appelé à faire Charles Metouk, notons que l'ex-directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun comparaissait pour la première fois vendredi dernier devant le tribunal de première instance de Limbe, c'est dans le sud-ouest, pour des accusations qui n'ont rien à voir avec sa gestion lorsqu'il était aux affaires. Et si ce n'était que l'étape transitoire, se sont interrogés ainsi cette semaine quelques journaux. L'affaire Charles Metouk est-elle une chasse aux sorcières? Le journal Est Littoral ne lésine pas sur la réponse à donner à cette question. Paul Biya est engagé dans une campagne d'humiliation de ses collaborateurs et Charles Metouk est la dernière victime en date, pense ainsi Ouest Littoral cette semaine. Quel crédit à accorder à ce genre de traitement? L'enchaînement des faits pourrait-il crédibiliser une telle hypothèse? C'est à voir au cours de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision, une émission qui revient également sur la prorogation du délai des inscriptions sur les listes électorales par Elections Cameroun et l'annonce des sénatoriales qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. Nous allons voir comment est-ce que des journaux ont traité de ces questions entre le débat sur la légalité de la décision de l'ECAM et l'opportunité de cet acte. Qu'est-ce qui vaut le plus? Les journaux ont-ils choisi l'angle nécessaire, autant sur la prorogation du délai d'inscription sur les listes électorales que sur la convocation du collège électoral en vue des sénatoriales? Paul Biya a-t-il dribblé l'opinion et même l'opposition camerounaise comme le font lire des journaux cette semaine? Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous et surtout avec un panel qui est assez composé d'acteurs de la scène politique camerounaise, d'avocats et même de journalistes. Nous aurons donc au cours de cette émission Célestin Djamène qui est du SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Célestin Djamène est le secrétaire national aux droits de l'homme pour ce parti politique. Nous aurons également Jean-Baptiste Sipa qui est journaliste dans la presse écrite, mais pour l'instant, déjà sur le plateau, nous accueillons Simon Serge Soro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC même, comme on est très souvent embarrassé d'unifier ce parti qui a implosé depuis et qui présente aujourd'hui plusieurs factions. J'ai bien envie de vous demander dans quelle faction vous appartenez. Ben moi, je suis de l'UPC, d'abord, il faut le dire. Maintenant, c'est naturel et normal qu'il y ait des tendances au sein des partis. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on le voit. Et moi, je suis légitime et légal parce que je suis de l'UPC originel. Je suis de l'UPC du défunt secrétaire général Augustin Frédéric Kodok. Et c'est le congrès du 29 septembre 2012 qui m'a fait secrétaire national à l'organisation. Donc je parle au nom de l'UPC en toute légalité, légitimité et régularité. Merci d'avoir accepté ce plateau. Maître Emmanuel Pensi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, mais vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir. Oui. Voilà. Madame, monsieur, pour savoir comment est-ce que la presse a traité de l'actualité qui fait débat sur le plateau droit de réponse cette semaine, je vous propose cette revue de la presse signée Pierre Laverdu-Rombang. Bonjour. Bonjour, Joseph Félelon-Maobsen. Sénatorial, la presse n'a pas raté le passage en force de Paul Biya. Mutation faisait déjà lire cette semaine sur le sujet que malgré les mises en garde de l'opposition, le chef de l'État Paul Biya a convoqué le corps électoral pour le 14 avril prochain. Pour l'actu, Paul Biya a tout simplement dribblé l'opposition. Prenant de coup l'opposition, l'actu fait savoir qu'on y voit qu'il y a là une démarche tactique qui consiste pour le président Biya à s'assurer une emprise forte sur le Sénat. Et voilà pourquoi, dès l'annonce du décret, des remous se sont tenus et des réunions se sont tenues dans les états majors des partis politiques de l'opposition pour dénoncer la démonstration de leur volonté machiavélique de prendre en otage l'ensemble du peuple camerounais et le système électoral qui appartient à ce peuple. Et pour Mathias Eric Ounangini, les sénatoriales sont à l'avantage du RDPC, notant que ces élections sénatoriales vont intervenir alors même qu'il est question de renouveler le mandat des députés issus
surtout des conseillers municipaux. Pour la nouvelle expression, c'est clair, Paul Biya défie l'opposition et la société civile. Un effet de non-surprise scruté depuis plusieurs mois. La convocation du collège électoral pour les sénatoriales vient ouvrir un calendrier électoral sur lequel ne semble pas s'accorder certains. Illégitime, manque de fair play, c'est la logique du gouvernance à la pharaon, crient les têtes de l'opposition. Et pour le messager, Paul Biya est resté simplement sourd à l'appel du peuple. La classe politique, y compris dans les rangs du RDPC et la société civile, pas d'accord avec cette élection avant les municipales. Ni John Frondu, lui, appelle à un soulèvement de ses militants. Mutation qui note que l'annonce de la mise sur pied de la Haute Chambre ravive les batailles entre le Grand Nord, le Grand Sud, le Grand Ouest et le littoral. Alors que pour Ouest Littoral, les résultats des sénatoriales sont connus d'avance. La progression des inscriptions sur les listes électorales aussi cette semaine a fait couler l'encre des gribouilleurs de la presse. Pour le messager, la classe politique dénonce le directeur général d'Elections Cameroun. En page, c'est Elecam et les partis politiques qui se rejettent la responsabilité. Évoquant la loi, les membres de l'organe en charge de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire au Cameroun estiment qu'il revient aux partis politiques d'inciter les potentiels électeurs à s'inscrire sur les listes électorales. Pour Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front, la progression du délai d'inscription sur les listes électorales était prévisible et il n'appartient pas à Elecam de fixer la date d'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. La loi est claire et indique Maître Jean de Dieu. Momo, c'est une illégalité flagrante, une décision incompréhensible pour Hubert Kamga, une décision contraire à la loi pour bon nombre. À l'actu de s'interroger donc qui doit proroger le processus, car l'article 26 du Code électoral qui donne pouvoir au directeur d'Elections Cameroun n'est pas très explicite sur la question. Et loin des confessions de Bernard Messengue Avom, avec la parution du livre intitulé « La gouvernance des marchés publics au Cameroun », Mutation informe sur ce qui est devenu l'affaire Metouk, l'affaire Charles Metouk, mentionnant que le procureur général de la République a retenu 9 chefs d'accusation contre l'ancien directeur général. Le journal fait de rapprocher cette affaire à l'opération Épervier. La nouvelle expression fait donc savoir dès lundi déjà que l'inculpation du directeur général Metouk, qui s'est vu déférer après 96 heures de garde à vue, vient ainsi tourner la page d'un feuilleton de dénonciation de ses avocats qui ont élevé des voix pour décrier les conditions de détention de leurs clients dans les cellules de Boya. Charles Metouk est donc passé vendredi dernier au tribunal à Limbé. Sa demande de mise en liberté provisoire n'a pourtant pas prospéré. Cependant, on a entendu le premier témoin de l'accusation, Ibrahim Talba Malak, qui reconnaît que Charles Metouk avait eu une autorisation écrite du président du conseil d'administration pour continuer la préparation de la passation de service. Et quant à la destruction supposée des documents de la Sonara, il n'avait aucun élément de preuve pour soutenir cette accusation. L'affaire a été renvoyée par la suite de l'audition des autres témoins le 4 mars prochain. Et à Ouest Littoral de s'interroger, Paul Biya a-t-il le droit d'humilier ses collaborateurs, Charles Metouk étant la dernière victime en date? On se demande, pense le journal, jusqu'où s'arrêtera le président de la République dans sa volonté d'humilier des personnes qu'il a lui-même promis à des hautes fonctions. Qui peut d'ailleurs croire que tout le monde est mauvais, s'interroge au Ouest Littoral. Voici les sujets tels que vus dans la presse. Bon dimanche, à dimanche et bon débat. Merci Pierre Laverdure-Romba. Madame, Monsieur, 3 sujets au total nous préoccupent cette semaine comme annoncé à l'entame de cette émission. Je vous propose dans la première escale de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. C'est ce qui mérite désormais d'être appelé affaire Charles Metouk, du nom de l'ancien directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun, la Sonara. Une affaire qui a connu un dénouement cette semaine avec la première comparution de Charles Metouk devant le tribunal de première instance de Limbé, c'est dans le sud-ouest du pays. Jean-Baptiste Sipa et Célestin Djamel, merci de nous retrouver à ce plateau. Je commence par vous, Jean-Baptiste Sipa. Vous êtes journaliste. Comment est-ce que vous appréciez le dénouement de cette actualité dans la presse cette semaine? Est-ce qu'il y a eu une évolution positive dans la restitution de cette actualité, toute chose qu'on n'aurait pas notée la semaine dernière? Je vais d'abord dire que par rapport à la semaine dernière, je ne peux pas faire de comparaison parce que j'étais déconnecté de la presse. Il faudrait quand même que je me repose un peu. Mais la manière de traiter l'information dans la presse
cette semaine n'a pas beaucoup changé par rapport aux habitudes. Et les quelques journaux que j'ai lus, par exemple, ne m'ont pas donné satisfaction, que ce soit sur les affaires les attaques contre les touristes ou sur l'affaire Métou. Parce que dans l'affaire Métou, par exemple, j'aurais bien aimé pouvoir savoir quels sont les chefs d'accusation qu'on articule contre Charles Métou. Tout le monde parle de chefs d'accusation, mais on ne les aligne pas pour permettre... Le quotidien La Nouvelle Expression en a cité quelques-uns cette semaine. Oui, quelques-uns. Vous savez qu'on peut très bien... si vous jugez à partir de quelques-uns, alors qu'il y en a un chapelet, ça ne vous permet pas de faire un jugement... objectif. Bon, voilà. Quant aux affaires touristiques qui sont... au tourisme qui est un peu agressé dans notre pays, je pense qu'il y a des informations qui ont été un peu exagérées, parce que ça a des conséquences. Lorsqu'on traite une affaire comme le tourisme, quand on donne certaines informations... Jean-Baptiste Sipa, je vous propose de rester sur l'affaire Charles Métou, qui constitue la première escale de cette émission. Et puis, je reste toujours avec vous. Parce que la semaine dernière, on a noté assez de confusion autour de cette affaire. Beaucoup de spéculations au sein d'une presse que des observateurs ont considéré de cabalistique. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, c'était là ma première préoccupation, qu'on a réussi quand même à restituer un tout petit peu la vérité dans le traitement de cette actualité, parce que ce n'était pas le cas la semaine dernière où des gens faisaient des projections sur l'opération Épervier à partir de l'interpellation de Charles Métou. Bon, moi, pour que je dise qu'on a bien traité l'information, moi je reviens sur ce que je dis, il faut que les lecteurs puissent savoir pourquoi on poursuit Charles Métou. Et puis, qu'on ne dise pas des choses qui ressemblent à de l'enfantillage. Vous ne pouvez pas enlever quelqu'un et puis vous le laissez dans son bureau, vous partez, vous lui donnez rendez-vous pour venir faire passation de service et ensuite vous commencez à l'accuser d'avoir détruit les papiers. Ça c'est de la... Enfin, ça c'est mon point de vue, ça frise l'enfantillage. Quand on fait des remplacements, quand on nomme de nouveaux dirigeants, par exemple à Yaoundé, ou dans les ministères, on nomme un nouveau ministre, on ferme son bureau, on le fait garder. Et il ne rentre plus dans son bureau qu'au moment où il fait la passation de service avec son successeur. Là, il y a une certaine garantie qu'on protège les secrets de l'État, y compris les propres affaires du ministre, n'est-ce pas? Mais vous venez, vous dites, vous enlevez quelqu'un d'abord qui l'apprend le même jour, et puis quand vous partez, vous lui donnez l'autorisation de rester dans son bureau. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il peut faire... Ça, je ne dis pas, je ne veux pas dire qu'il aurait raison s'il avait détruit des documents. Tout à fait. Mais il faut déjà qu'on établisse qu'il a détruit des documents. Dans tous les cas, nous et qu'on dise pourquoi on lui en a donné l'occasion. Nous n'entrons pas dans le fond de cette affaire puisqu'elle passe devant les juridictions camerounaises. Maître Emmanuel Pensi, comment est-ce que vous avez apprécié le traitement de cette actualité par la presse cette semaine? Je pense que le traitement de cette affaire a évolué par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, elle allait dans tous les sens. Les gens ont cru, certains journaux, que c'était l'opération Épervier, certains pensaient que c'était pour l'opération parce qu'il était passé dans le Consup, et on s'est rendu compte, et je tiens à donner à mon ami Sipa ici, quels sont les chefs d'accusation. Il y en a 7. Et ces chefs d'accusation ont été repris par un magazine qui s'appelle Actu, et sont les suivantes. Il est poursuivi pour faux et usage de faux pour utilisation d'un faux document pour entrer à la Sonara. Ce faux document, en effet, c'est la lettre qui a été signée par John Ebon Ngolé, qui disait que le président du conseil d'administration, en accord avec Talba Mala, autorise Métou Charles, directeur général sortant à la Sonara, à rentrer dans la raffinerie du 18 au 21 février à l'effet de préparer la transmission des dossiers au directeur général. Ce document, je donne le deuxième avant de faire l'analyse. Il est également poursuivi pour destruction de documents appartenant à la Sonara, pour rétention sans droit des clés du bureau du directeur général de l'entreprise, rétention sans droit du badge, ce qui est la même chose, donnant accès
à la Sonara, perturbation du fonctionnement du secrétariat d'une entreprise, signature en qualité de directeur général du paiement undertaking et enfin signature au titre de DG alors qu'il n'était plus en fonction de la convention de compensation entre la Sonara et une entreprise partenaire Glencore. Voilà les chefs d'accusation qui ont été retenus par le parquet, c'est-à-dire par l'accusation. Bon, maintenant, si on s'arrête seulement dans le cadre de cette affaire, que le traitement a quand même évolué. Le traitement, on sort petit à petit de la confusion qui a animé l'écriture journalistique. C'est sorti, je dis positivement, parce que avant il y a des problèmes de manipulation de la presse dans le cadre de cette affaire, et je me réjouis que certains journaux ne soient pas tombés dans ce jeu-là, parce que dans le cadre de cette affaire, il faut comprendre que nous sommes quand même dans la première entreprise africaine. Vous regardez Jeune Afrique qui est sortie, c'est la première. La Sonara est passée de 550 milliards de chiffre d'affaires en 2009 à 1022 milliards en 2011. Et que prendre un directeur général d'une société aussi importante et le traiter dans le cadre d'un soi-disant flagrant délit, comme un vendeur à la sauvette, sur une procédure me semble être déjà quelque chose qui ne me semble pas très sain. Je voudrais d'abord m'arrêter. Nous allons y revenir. Serge Simon sort. Oui, moi je pense qu'une fois devant votre plateau, nous avions évoqué le problème général de détournement public et de la corruption au Cameroun. Il ne s'agit pas en réalité d'affaires circonstancielles. Et il ne faut pas que, parce que la gouvernance politique est kleptogène, qu'on profite du fait que la population camerounaise attend des boucs émissaires pour, n'est-ce pas, vilipender tout ce que le Cameroun peut compter de crème en termes de gestion. C'est vrai, on peut en fouinant trouver quelques casseroles chez tel ou tel autre. Mais nous pensons, et nous l'avons toujours dit à l'UPC, qu'il ne faut pas qu'on confonde. Si on veut régler le problème de la gouvernance, c'est-à-dire réduire la corruption et les détournements des deniers publics, il y a des mécanismes pour cela. Il y a des règles qui ont été institutionnalisées. Maintenant, qu'une société commerciale change son directeur sous d'autres cieux, un DG a un mandat, c'est-à-dire qu'on sait qu'après 3 ans, il sera remplacé et il prépare, n'est-ce pas, la passation de service. Et même la loi camerounaise en matière de droit de travail, pour cette catégorie de directeurs généraux, il y a une réglementation qui dit, et on peut la vérifier, j'ai ici des avocats peut-être qui pourront me contredire, quand un DG a été, lors du conseil d'administration, muté ou bien relevé de ses fonctions ou bien carrément, je ne sais pas, mis à la porte, on lui donne le temps de liquider tout ce qui est commercial et financier. Parce qu'il y a des engagements qui relèvent de sa personne. Il doit liquider et transmettre à son successeur en bonne et due forme. Et alors, qu'on verse dans les querelles de quartier, je suis tout à fait d'accord, et même si c'était le cas, soit... On sait, on est quand même, le monde est en train d'évoluer et même les ordures ne vont pas tous dans la même poubelle. Actuellement, il y a une technologie pour gérer tout ça. Je dis même les ordures ne vont pas dans la même poubelle maintenant, on les sépare. Vous n'allez pas traiter quelqu'un de l'envergure de Metouk comme vous traiterez un simple pickpocket du marché central. Ça serait dénigrer la République. Maintenant, si derrière certaines opérations et derrière certaines velléités politiques, on veut démanteler certaines régions ou bien démanteler certaines catégories sociales pour pouvoir prendre le pouvoir si la chaise est vide, entre guillemets, le moment venu, et il faut qu'on nous le dise. Si on veut combattre la corruption, qu'on nous demande. Il y a des gens qui ont fait des propositions constructives en la matière. Et la simple, n'est-ce pas, disposition qui concerne à respecter la loi en vigueur serait déjà un bon garde-fou. Moi, je pense que dans l'affaire Metouk, il y a de l'amalgame, il y a de la mauvaise foi et il y a une volonté de nuire. Et il faut que ça s'arrête et que la République se gère de manière originale et bonne. Célestin Diamène. Oui, alors j'aimerais d'abord apporter quelques correctifs à ce qu'a dit tout à l'heure Maître Pensi concernant le chiffre d'affaires de la Sonara. Monsieur Charles Metouk prend les rênes de la Sonara en 2002 avec un chiffre d'affaires d'environ 250 milliards et il le ramène en 2012, en fin 2012, à 1000 milliards effectivement. Donc,
Par ailleurs, M. Charles Metouk a subi plusieurs auditions au niveau du Conseil supérieur de l'État, n'est-ce pas, qui l'a complètement blanchi. C'est-à-dire qu'on n'a trouvé rien à redire dans sa gestion déjà. Alors maintenant, la question qui se pose, parce qu'effectivement, Maître Pensy l'a rappelé, il n'y a pas de motif concernant un détournement quelconque, une prévarication quelconque, simplement les motifs qu'il vient de citer, c'est-à-dire les motifs de rétention du badge, de rétention des clés pour entrer dans la société, sont les motifs pour moi qui sont folkloriques. Ça veut dire quand même que si on avait trouvé à redire dans sa gestion propre, effectivement, on n'aurait pas eu recours à ces motifs folkloriques. Premier point. Je pense que l'opération Épervier, parce qu'il faut quand même faire le lien entre, effectivement, les DG des grandes entreprises publiques ou parapubliques et, effectivement, l'arrestation de Charles Metouk, je pense que, et ça rejoint, c'est le serpent qui se mord la queue, l'État RDPC a cru devoir s'acheter une virginité politique en se focalisant sur la plupart des DG des grandes sociétés. Pensant qu'en faisant cela, on pourrait dire que voilà, le régime est décidé à démanteler la corruption. Il n'en est strictement rien du tout. En tout cas, dans le cas d'espèce de M. Metouk, il est évident qu'il n'y a aucune charge concernant un quelconque détournement que ce soit. Maintenant, à qui profite le crime? Est-ce à son successeur, M. Tabamala, ou est-ce que c'est le pouvoir politique qui, derrière, essaie un petit peu de manipuler pour faire croire qu'ils sont effectivement dans une lutte de main propre? Maintenant, je pense que, pour moi, M. Metouk, il est rare de trouver au Cameroun ces DG irréprochables sur le plan de la performance économique. Pour moi, c'est le Maradona de la gestion d'entreprise, il faut bien le dire. Qui peut se vanter d'avoir pu ramener un chiffre d'affaires de 250 milliards à 1000 milliards en moins de 10 ans? Pas grand monde. Donc, il faut qu'on nous dise vraiment les tenants et les aboutissants de ces affaires, et qu'on nous dise si, effectivement, M. Tabamala, qui est un très proche de la Première Dame, puisse nous dire, effectivement, dans quel but ou dans quelle finalité M. Metouk est réellement poursuivi. On ne peut pas croire un seul instant qu'il soit poursuivi pour des rétentions de clés ou de badge. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, il faut, en fin de compte, qu'on nous dise la vérité sur cette affaire. Jean-Baptiste Sipa, au regard de tout ce qui est écouté, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une cabale contre Charles Metouk? Est-ce que vous vous accordez avec le journal L'Ouest Littoral qui a pensé cette semaine qu'il y a une réelle volonté d'humiliation dont l'impulsion vient du plus haut niveau? Non, personnellement, je crois qu'il y a mieux ou pire que ça. C'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de savoir quels sont exactement les chefs d'accusation. Parce que personnellement, connaissant un peu ce qui se passe dans l'économique, la guerre larvée et secrète que certaines puissances se livrent, certaines puissances au singulier, se livrent contre le Cameroun, moi je subodore derrière l'affaire de Metouk une riposte contre sa volonté de réformer la Sonara pour l'amener à raffiner le pétrole camerounais. Ne pensez pas que c'est le fait du hasard si on a vendu à la Sonara au départ des machines qui ne pouvaient pas raffiner le pétrole camerounais. Et moi j'étais très content lorsque il a décidé de réagir en apportant un certain nombre de réformes, notamment d'extension, pour permettre à cette entreprise non seulement d'augmenter sa capacité de raffinage, mais de raffiner le pétrole camerounais qui nous coûterait au moins en moins le transport pour revenir. Parce que le pétrole que nous raffinons vient du Nigeria ou qu'on reçoive celui qui vient déjà raffiner de France, c'est du pétrole étranger. Et c'est le pétrole français. Alors, M. Djamin pose la question à qui profite le crime. Je crois qu'effectivement, il y a un crime derrière et ça ne peut profiter qu'à ceux qui ont intérêt à ce que la Sonara ne raffine pas le pétrole camerounais. Oui, je voudrais dire quelque chose tout à l'heure. Et je dois dire ici que j'approuve vraiment en grosse partie ce qui a été dit par M. Djamin. On n'est souvent pas d'accord. Mais je crois que dans le cas de cette affaire... Non, sur l'État RDPC, ce n'est pas l'État RDPC. Je voudrais ramener les affaires dans cette proportion. D'abord, dans une chose, il faut savoir que les directeurs généraux sont révocables ad nutum. C'est-à-dire, lorsque vous êtes DG d'une société, l'actionnaire peut vous renvoyer sans motif. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis. Et ça ne pose pas de problème. Le premier problème, en ce qui me concerne en tant qu'avocat, c'est le problème, je dis, de la forme. Un conseil d'administration se convoque dans des délais.
Or, c'est 2 heures avant qu'il est au courant qu'il va y avoir conseil d'administration. Et que des gens, on l'appelle à gauche, à droite, et puis il arrive. Et vous savez très bien que le procès verbal du conseil d'administration, c'est-à-dire les résolutions, sont signées avec pour secrétaire le directeur général et le président du conseil d'administration. Or, ce n'est pas ce qui a été fait, puisque c'est un employé, c'est-à-dire ce monsieur-là qui serait été arrêté, le chef de service juridique qui a joué le rôle de secrétaire. C'est-à-dire, voilà ce qu'on appelle une violation en la forme de ce conseil d'administration qui peut être attaqué. Et je rappelle d'ailleurs qu'il existe une jurisprudence qui s'appelle affaire Betayene contre État du Cameroun, 1962, que vous trouvez dans la revue juridique camerounaise. Bon, ça veut dire Betayene étant de la SNI, on l'a viré dans cette manière-là et que l'État camerounais a été condamné. Donc ça, c'est vraiment, ça veut dire que, in fine, ça s'est mal passé. Deuxièmement, ce n'est pas une affaire, et je le dis ici, ce qui s'est passé fait, quand on demande à Métouko, on ne l'a pas arrêté chez lui, on ne l'a pas arrêté en flagrant délit. Il était chez lui. Tout à fait. On l'a appelé au téléphone pour aller d'abord à la Sonara. Mais c'est comme ça qu'il y est allé, parce que quand on fait une enquête, parce que l'enquête est bâclée, vous avez ce qu'on appelle les fadettes. Tout ce qui se passe dans les appels téléphoniques peuvent être, les appels, vous pouvez les décrypter en passant par Orange ou par MTN. Et par rapport à la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité, ils ont l'obligation de garder cela pendant 10 ans. Donc, on a les éléments de toutes les personnes qui l'ont appelé au téléphone pour l'attirer dans ce que j'appelle un traquenard. Deuxièmement, il ne peut plus y avoir, est-ce que les gens peuvent savoir que, certainement que Métouk a un contrat de travail avec la Sonara. Parce que les gens ignorent qu'il a signé un contrat de travail. Et que vous ne pouvez pas entrer à la Sonara sans badge. Et si vous êtes toujours salarié, ce n'est pas parce que vous êtes DG que vous ne pouvez pas y entrer. Donc tout ce que a été dit sur le plateau, en disant que c'est quelque chose d'absolument ahurissant et que c'est un traquenard, me semble être vrai. Deuxièmement, l'humiliation faite par le juge, qui est un juge, j'allais dire un jeune magistrat, c'est la plus grosse affaire de sa vie. Et une affaire où, si, qu'est-ce qu'on dit destruction de documents? Mais il faut dire de quel document il s'agit. Il ne faut pas dire destruction. On a trouvé un broyeur. Mais le broyeur existe toujours dans une société. Troisièmement, Talba est venu dire, parce que Talba est membre du conseil d'administration de la Sonara, il est étonné. Et Bongolais est venu reconnaître qu'il a d'abord nié. Et ce qu'on ne comprend pas, qu'il a nié que c'est sa signature. Oh, la signature de Bongolais, ancien gouverneur et président de la Sonara, est connue de tous. Donc, je voulais dire par là que ce n'est pas une affaire, il faut le voir, ce n'est pas certainement, et là c'est le traitement des journaux en disant qu'il s'agit de Biya qui humilie. C'est pas le président, il faut voir ailleurs. Non, excusez-moi, je connais bien le dossier. Excusez-moi, je voudrais dire, il faudrait que monsieur le président de la République soit au courant de cette affaire. Il est au courant. Il s'agit quand même de la Sonara, c'est la première société africaine. Voilà. Non, monsieur Diamène. Ne peut ne pas être. Monsieur Diamène. Monsieur Diamène. Pour venir. Je voudrais venir dans ce que vous êtes en train de dire, pour ne pas le contredire, pour dire que les faits tels que présentés en haut lieu, en disant qu'on l'a attrapé sur le fait d'entrer de détruire, c'est ça qui a amené en haut lieu de demander de donner l'accord pour l'arrêter, alors que les faits présentés sont fallacieux. Après, j'arrête là. Donc, je voudrais donc dire que c'est ça, en réalité, ce qui s'est passé. Parce que vous avez vu les déclarations du gouverneur au Kalabilay, dont les relations sont exécrables avec Métouk. Vous avez eu des relations d'un certain nombre de personnes qui se sont passées dans cette affaire. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont 5 milliards de dettes à la Sonara? Il faudrait voir quels sont les commanditaires de cette opération-là et voir comment ça s'est passé et qui a abouti à cette situation. Je voudrais également dire, pour répondre et pour terminer, en ce qui concerne mon ami Sipa, que effectivement, le président a rencontré M. Christophe de Margerie, qui est le président de Total, lorsqu'il est parti à Paris, et qu'il est de notoriété publique que les Français ne voulaient pas qu'il y ait cette extension, que notre pétrole, qui est un pétrole lourd, on l'envoyait d'abord à la France, on ramenait, ça coûtait trop cher, et que l'État camerounais, en tant qu'actionnaire, a une attitude qui a été
matérialisé par Moutouké une mathématique de patriotisme économique en faisant donc cette extension qui a ramené le chiffre d'affaires. Et vos chiffres sont vrais. Et ils ne sont pas faux avec les miens. Parce que moi, je suis parti de 2009. Vous êtes parti de 2002, effectivement, qui est 212 milliards. Mais en 2009, on est à 532 milliards. En 2010, 541 milliards. En 2011, 1022 milliards. Donc, et c'est une... Je voudrais rappeler aussi, et pour terminer, ici, vous pouvez le regarder. Ça, c'est un document authentique qui a été fait par le dossier présenté à la Commission bancaire d'Afrique centrale, l'APECAM. C'est l'association des banques. En vue du renouvellement de la qualification en entreprise de grande standing d'importance nationale. C'est un document authentique qui montre, et ça, Djamène l'a dit, que la gestion est une excellente gestion. Tout à fait. Oui, moi je dis, Maître Pensila a totalement raison. Mais le problème actuel du Cameroun, il a évoqué le mot patriotisme. Le problème actuel du Cameroun est que on veut, sous le couvert d'une certaine main propre, n'est-ce pas, neutraliser certaines forces qui ont fait leurs preuves. J'ai dit en commençant mon propos que nous avons un État kleptogène, c'est-à-dire que le système de gouvernement dont nous avons hérité ne fonctionne ou ne se sent en sécurité que s'il a devant lui les gens qu'il peut accuser. Chaque fois que vous travaillez de manière honnête et sincère et que vous faites des résultats, on menace, on pense et on fait dire, on fait entendre au prince que vous avez des velléités de pouvoir, même quand vous ne vous intéressez pas au pouvoir. Et maintenant, on contraint un certain nombre de Camerounais. On veut leur faire croire que toutes les fonctions peuvent être assumées par tout le monde. D'où la volonté d'humilier ceux qui sont à certains postes. Une fois sur ce plateau, sur un autre, nous avons dit à l'UPC que nous n'avons rien contre la lutte contre la corruption et les détournements des biens publics. Mais qu'il y ait une véritable volonté de bonne gouvernance, est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas. Maintenant, nous ne voulons pas dire le Paul Biya, non. Nous savons bien que après 30 ans, on sait ce qui c'est. On n'a pas besoin de crier sur les toits tout le temps que c'est pas mal, c'est pas bien et tout ça. Mais il y a des choses, une démarche citoyenne, comme on le dit souvent, même au niveau du traitement de l'affaire Metou. On veut faire croire aux gens que Metou, comme il le disait, n'est pas un salarié de la Sonara. Et tout le monde sait quelles sont les règles quand vous vous séparez de votre employé. Deuxième chose, nos magistrats, il faudrait que certains saisissent des occasions pour entrer dans l'histoire. La présomption d'innocence est reine. Qu'on dise que Metouka volé ne veut pas encore dire qu'il est coupable de vol. Donc, nos magistrats manquent de courage. Quand on ouvre une information judiciaire, ne voudrait pas. D'ailleurs, pourquoi il est arrêté? Moi, je continue à demander, est-ce qu'on a besoin de le garder? Est-ce que Metouk peut disparaître? Je vais lire le texte. Est-ce que Metouk menace la sécurité publique pour qu'il ne soit pas chez lui et qu'on l'entende? Puisqu'on n'a même pas encore les preuves, on est encore au stade de l'information judiciaire parce qu'on ne peut pas établir. Il n'y a pas d'information. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est un délit. Non. Lequel? Non, je vais expliquer après. Hein. On est dans une cabale qui n'a même pas de visage. Et maintenant, pourquoi ce magistrat se comporte ainsi? Metouk est citoyen et la Constitution garantit les libertés. L'habeas corpus est pour nous tous. Même quand on vous arrête en flagrant délit, on prend quand même des dispositions pour que vous restez respectés dans votre dignité humaine. Et j'ajouterais que nous avons quand même des fonctions. Certes, il est vrai qu'on va me dire qu'il y a le Premier ministre, le secrétaire général et le ministre en prison. Oui, mais je continue à dire, pour un État qui se respecte, qu'il y a des démarches pour tout cela. Est-ce que nous imaginons, nous, les Camerounais, qu'on nous dise demain que le président de la République avait détourné des fonds? Est-ce qu'on s'imagine vraiment qu'on le prenne et qu'on dise qu'il doit aller à Bondengui? Je ne crois pas. Alors, donc, le président Biya lui-même, s'il est au courant de cette affaire, il faut qu'il commence à penser. Alors, mais Saint-Simon sort. Si vous reconnaissez qu'il s'agit d'une cabale dont est victime Charles Metouk, qui serait le maître de cet échafaudage? Il y a deux niveaux dans ce qui arrive souvent au Cameroun. Il y a ce que j'appellerais la communauté internationale, entre guillemets, et nous savons qui est notre parrain et notre ennemi à l'intérieur. Et nous avons à l'intérieur les forces endogènes du Cameroun qui se battent pour la succession, qui est claire, parce qu'on sait, comme on dit, il n'y a pas de maladie qui dure 100 ans, et si elles existaient, il n'y aurait pas un homme capable de la supporter. Tout le monde sait qu'il y aura mutation de pouvoir, même s'il n'y a pas alternance. Et il y a donc des gens qui se sont mis en tête qu'ils vont prendre le pouvoir. Et ces gens essayent de neutraliser tous les autres, alors que la démarche positive, c'est légitime que certains aspirent au pouvoir. Mais la démarche positive serait justement de recenser les potentiels qui peuvent permettre au Cameroun de se développer économiquement de manière harmonieuse et de composer avec ses forces. Si vous voulez prendre le pouvoir et vous pensez qu'il faut éliminer
les gens comme Charles Metouk, je crois que vous avez perdu la tête. Maintenant, comme disaient les Grecs, on n'assassine pas Socrate. Même s'il a des casseroles, comme j'ai dit, parce qu'on sait que notre pouvoir, c'est trouver quelque chose. Mais on peut le faire dans les règles de l'art. Et en plus, on ne met pas, je le dis, on ne met pas tous les déchets dans notre 21e siècle, on ne met pas tous les déchets dans la même poubelle. Jean-Baptiste Sipa, est-ce qu'on pourrait exempter le chef de l'État camerounais de la responsabilité de ce qui arrive? Même pas pour dire qu'il en serait le commanditaire, mais puisqu'il est garant de la gestion des affaires publiques, est-ce qu'on pourrait lui ôter cette responsabilité? Bon, je crois que le chef de l'État n'est certainement pas commanditaire dans cette affaire. Mais n'importe comment, on le tiendrait pour responsable. Ne serait-ce que parce qu'il est chef de l'État camerounais, que la Sonara est une entreprise publique camerounaise et qu'il est comptable des intérêts du Cameroun. Ouais, tous les chefs d'État sont comptables des intérêts de leur pays, notamment lorsque les fonds publics sont engagés. Mais je crois que il ne me semble pas que Charles Metouk soit visé comme quelqu'un qui serait prêt à qui briguerait le pouvoir. Bien sûr. Par contre, il me semble qu'il peut être désigné comme un adversaire, dangereux même, pour certains intérêts économiques qui ne sont pas nationaux. Et dans ce cas-là, les gens qui le traquent, les gens qui l'humilient, je rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que l'humiliation ne fait pas partie des peines prévues au Cameroun dans le code pénal. C'est une violation Elle est même du droit interdite. individuel. Elle est même interdite. Elle est même interdite. Donc, les gens qui l'humilient sont des agents d'intérêt étrangers qui s'abritent dans le pouvoir du Cameroun, mais qui en fait ne sont pas camerounais, sont ont une nationalité transitoire. Vous voyez, et ça dure depuis toujours au Cameroun. Il y a toujours eu dans l'administration camerounaise et parfois même dans l'arène politique du Cameroun des gens payés, mandatés pour servir les intérêts étrangers. Oui, parce que nous autres journalistes, parfois, on fait des grands débats sur le fait que oui, bon, la France nous commande, mais nous pensons toujours que c'est pour des motifs politiciens. La France n'a aucun intérêt à mettre quelqu'un pour occuper le pouvoir politique au Cameroun, mais la France a intérêt à mettre des gens qui empêcheraient que l'économie du Cameroun entrave le progrès de l'économie française. Quelque part, c'est même légitime. Et c'est à nous qu'il appartient de défendre nos intérêts à nous. Dans ce qui se passe avec Charles Metouk, personne, ni les magistrats, ni les membres du conseil d'administration, ne s'est comporté comme un patriote qui veut défendre ses intérêts, parce qu'eux, ils devaient d'abord regarder ces chiffres et dire qu'un monsieur qui arrive à ce niveau de gestion mérite un respect, quel que soit ce qu'on peut par ailleurs lui reprocher. Ça, c'est la première chose. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le Cameroun même. Ouais, il y a un niveau de responsabilité où vous portez l'image de votre pays. Et quel que soit ce que vous pouvez faire de négatif par ailleurs, on ne peut pas vous descendre en flamme comme si on ne descendait pas en même temps cette image. Célestin Djamel, lorsqu'on fait l'analyse de tout ce qui se passe depuis le début, c'est-à-dire des conditions de débarquement de Charles Metouk de la tête de la Sonara, de son interpellation, de sa garde à vue et actuellement de sa détention provisoire, est-ce qu'on ne serait pas porté de croire qu'il s'agirait tout simplement d'une diversion en préparation de quelque chose de plus remarquable, qui soit négatif? On peut envisager cette piste, mais d'abord j'aimerais poser une question. Qui nomme M. Talbamala? C'est un décret présidentiel, me semble-t-il. C'est du secrétaire général. Secrétaire général de la présidence. Donc, qui peut imaginer un seul instant que le SG de la présidence porte un acte aussi important sans l'aval de son patron? Personne. Bien sûr. Ils sont en prison. Personne. Donc, ça veut dire que M. Paul Biya est, non pas commanditaire, c'est vrai, il y a mieux, il est directement responsable. Puisqu'il sait, à travers son secrétaire général, en démettant M. Charles Metouk, qu'il
en nommant M. Talonala, qui démettait en même temps M. Charles Metouk. Donc, M. Biya ne peut pas ignorer que Charles Metouk serait démis. Il ne peut pas ignorer la carrière de M. Charles Metouk. Premièrement. Deuxièmement, ça me fait penser à l'affaire, si vous voulez, un peu Paul-Éric King. On a dit, bien, c'est Marafa qui avait suspendu son mandat de maire pour 3 mois, et enfin que c'est M. Biya qui l'a destitué. Vous voyez très bien que le président de la République est l'homme le mieux informé, le plus informé de la République camerounaise. Il ne faut pas être peureux sur ce plateau, il faut dire la vérité. M. Biya est directement responsable. Alors, maintenant, on peut aussi éventuellement dire que la piste française, M. Metouk est un homme compétent. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, au Cameroun, la méritocratie est une exception. La médiocratie est de mise, est le principe. Donc, si vous avez le malheur d'être performant et compétent, vous êtes mis à la marge. M. Biya obéit directement à ses maîtres france-africains et français en particulier. C'est là le problème. Je vous rappelle quand même par ailleurs que M. Metouk a étendu les travaux, n'est-ce pas, de la Sonara, qui font que finalement, la productivité du pétrole passerait de 1,5 million à 3,5 millions de tonnes par an à l'horizon 2015. C'est en vue, les travaux ont déjà démarré. Donc c'est un homme qui a fait des preuves d'une compétence exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise au Cameroun qui peuvent prétendre de telles performances. Donc on ne peut pas comprendre qu'un homme aussi performant soit traîné avec de tels motifs folkloriques, encore une fois. Détention de badge, détention de clés, mais c'est n'importe quoi. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse y avoir une information judiciaire ouverte sur des motifs aussi rigolos. Donc en vérité, il faut creuser plus loin, plus profondément, et se dire, puisque tout à l'heure, M. Jean-Baptiste Sipa l'a rappelé, nous avons, la Sonara est censée raffiner le pétrole camerounais, qui est un pétrole lourd, mais il ne le fait pas. Donc, l'intention de M. Metouk, c'était de remettre tout ça à plat et de faire en sorte que le Cameroun devienne autonome dans le raffinage de son pétrole. Donc, je subodore que la France derrière n'est pas totalement naïve et innocente. Je voudrais d'ailleurs ajouter à ce que dit M. Djamène, que lorsque l'étude de ces travaux a été présentée, la société Total a contesté cette étude, a récusé cette étude et a même réagi en se désengageant pour confier ses affaires à Pétain. Oui, c'était en quelque sorte une menace, en fait, une défiance. Et c'est cette défiance-là que Metouk a affronté. C'est ce défi qu'il a voulu relever. Et la première partie des travaux de cette extension est terminée. Et on l'enlève au moment où il va commencer la seconde phase de travaux. En la cause, vous reniez une quelconque responsabilité du président Biya. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire une seule chose. Il y a eu des choses qui ont été parfaitement dites. Il y a d'autres sur lesquelles il faut apporter un petit correctif. Je dis un petit. La première chose, je vous ai dit, l'actionnaire, je veux donner l'actionnariat. Le Cameroun a 80% de parts à travers la SNI, la CSPH, etc. C'est dans une société. Total n'a que 20%. Et effectivement, Sipa a dit une chose qui est très vraie. Lorsqu'on a voulu, parce que le système n'était pas bon, nous produisions nous avons un pétrole qui est lourd. Que nous allons vendre et faire raffiner par exemple par les Français et puis ça revient. Et après, nous sommes obligés d'acheter le pétrole léger au Nigeria et en Guinée équatoriale. Et le Cameroun prend une décision souveraine au niveau de cette extension où, dès qu'on nous refuse des crédits à gauche et à droite, nous demandons ce qu'on appelle un crédit syndiqué pour obtenir les 350 milliards dans les banques locales ici, avec un taux d'intérêt très bon. Et c'était une excellente affaire. Et je suis d'accord avec Djamène que c'était une bonne opération qui ne faisait pas plaisir à nos amis de Total. Ça, c'est certain. Bon, de là à dire que c'est Total qui l'a fait enfermer dans des conditions bizarres, je ne pense pas. Non, c'est pas ce que monsieur... Je veux tout simplement dire on est d'accord. De là également à dire que, en ce qui concerne le chef d'État, il faut le dire, il a pris la décision, en tant que patron de l'actionnaire majoritaire, de démettre un DG. Je dis que ça rentre, c'est légal et conforme à la loi. Et lui-même, je pense que Metouk ne peut pas contester qu'après avoir passé 9 ans, qu'on mette une autre personne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème concerne effectivement l'humiliation, d'autant plus, et je tiens à le rappeler ici, les dispositions de l'article 318
du Code de procédure pénale, que je me permettrai de vous lire, vraiment, qui dit ceci, la détention, très rapidement, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une détention provisoire qu'en cas de crime. C'est-à-dire, s'il y a un délit, comme c'est le cas, jamais on ne doit l'enfermer. Vous dites toutefois peu, c'est une non, toutefois, un inculpé justifiant ne peut faire l'objet d'une détention qu'en cas de crime. Ça veut dire que si c'est un délit, on ne le met pas. Tout à fait. Donc, les faits qui sont reprochés sont des faits délictuels. On ne doit jamais le mettre en prison. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans le cadre d'une information judiciaire. L'information judiciaire présuppose la nomination d'un juge d'instruction. Là, on traite cette affaire comme un cas de flagrant délit. Ça, c'est pourquoi. Flagrant délit au Cameroun, nous avons une expression au tribunal, FDMD, flagrant délit mandat de dépôt. Ça ne se fait plus. Les témoins, il y a un délai, 5 jours pour les convoquer. On ne le fait pas. Toute la procédure est en violation flagrante du Code de procédure pénale. Et je rappelle les dispositions de l'article 3. En très peu de mots, je vais vous les lire parce que c'est édifiant. C'est important. L'article 3 du Code de procédure pénale. Nous ne sommes pas au tribunal. Non. Je vais expliquer aux téléspectateurs. C'est intérêt pour que les téléspectateurs comprennent. L'article 3 du Code de procédure pénale. La violation des règles de procédure pénale est sanctionnée par la nullité absolue de la procédure. Lorsqu'elle préjudicie aux droits de défense et lorsqu'elle porte atteinte aux... Là, les droits de la défense, les avocats n'ont pas été extradités, on ne fait pas d'enquête, on ne fait rien. Donc, je dis qu'on est là dans un procès kafkaïen qui ne doit jamais avoir lieu. Non, maître, c'est simple à comprendre, il y a une conspiration derrière. Oui, non, alors, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Alors, qui aujourd'hui, M. Talbandala, qui aujourd'hui touche 9,8 millions et il cumule ses fonctions avec ses anciennes fonctions à la CHPH. Non, ça fait quelques jours qu'il est là. Je voudrais dire que... Je veux dire que... Quel est le motif qui fait que M. Metou est liquidé? Non, je suis en train de vous dire que je pense qu'il faut rechercher cela. Effectivement, vous avez dit à titre... Il y a des règlements de compte qui se passent à un haut niveau et il faudrait que le chef d'État puisse voir comment, qui l'a trompé dans le cadre de cette affaire, parce qu'on peut faire des enquêtes. Vous doutez de la lucidité du président Biya. Non, je dis que, non, le chef d'État est informé, mais il peut être mal informé. Et dans le cadre d'une affaire aussi importante, on ne traite pas un DG qui fait 1000 milliards de chiffre d'affaires comme un vendeur à la sauvette. Il faudrait faire une enquête plus approfondie. Et je dis, nul n'est au-dessus des lois. Mais tout est un citoyen comme un autre. Mais il ne faut pas qu'on lui applique les violations de la loi. Que ce que dit, je suis d'accord avec ce qu'a dit N'Djamène et tout ce qui a été dit sur le plateau. Je voudrais dire ceci, que le président n'obéit pas à la France. La décision de faire cette extension est une décision de souveraineté nationale. Et ce qui est en train de se passer maintenant, nous sommes la risée du monde. Aussi bien Talbamala que tous les DG sont en danger de mort parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont haut placés, qui sont en train de manipuler toute la République. Et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec moi, je vais dire, on ne peut pas dire que le président n'est pas responsable. Non. Mais dans l'histoire du Cameroun, c'est des faits récurrents. Et M. Biya les connaît. En 61, en 66, il est déjà là quand Aïdjo fait débarquer Assoumou-Jean, qui vient faire le plan, qui a fini de faire le plan de développement du Cameroun et qui choisit ses partenaires pour créer la Cement-Cam. La Cement-Cam, on n'aurait pas de problème de ciment aujourd'hui au Cameroun si on avait créé l'usine que Assoumou avait décidé de faire. On l'a enlevé pour les mêmes motifs parce que le gouvernement français à l'époque avait intervenu directement auprès du président Aïdjo pour lui dire que la France ne peut pas aider le Cameroun à construire des écoles. Et quand il faut faire des grands projets économiques, vous nous écartez pour choisir des Anglais et des Asiatiques. Pareil pour la SICAM. Et puis, quelques années plus tard, lorsqu'il écarte et qu'il prend son jeune frère qui est Augustin Kodog en 72, il le confie le même projet pour les chemins de fer. Et une étude montre que le fait de mettre les madriers en acier, les traverses en acier, pose problème parce qu'il faut les changer. Des experts camerounais décident qu'il faut les remplacer par le bois. Et sur place, après qu'il l'ait reçu, qu'Aïdjo ait reçu cette expertise, il démet ces messieurs de leur fonction, les fait remplacer. Seulement à l'époque,
il applique quand même ce qu'ils ont dit. Espérons que pour le cas du Cameroun, on va quand même raffiner notre pétrole. Maintenant, cela veut dire que il y a toujours eu cette conspiration. C'est pour ça que j'ai parlé de la gestion de la République. Nous sommes à un virage et il faut que nous décidions d'assumer notre République dans sa gouvernance, que nous cessons d'obéir aux diktats étrangers, même de façade, même pour plaire. On ne doit plus l'accepter. Et c'est pour ça que j'ai, sans vouloir défendre le président Biya, j'ai dit les citoyens. Le magistrat à qui on demande d'arrêter Métou doit dire non. Parce que là, je dis c'est un procès en sorcellerie si on vous dit de le mener. J'en parle parce que dans une autre affaire, ça a été le cas. Le crédit foncier, il y a des affaires là-bas abracadabantesques, où des gens qui ont signé des conventions de crédit ont été condamnés à 25 ans de prison. Leurs conventions sont là, les entreprises qu'ils ont créées sont là. Le crédit foncier est même embêté actuellement avec le cas, par exemple, la foncière. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont vendu, les maisons ont été construites, ils ont l'argent des clients, mais ils ne savent quoi faire. Parce qu'un magistrat a été incapable, un citoyen camerounais a été incapable de faire la différence entre les intérêts de la République et les intérêts... Il y a l'incompétence des magistrats aussi. C'est jamais eu égard à tout ce qui est dit, et c'est la dernière préoccupation que je voudrais partager avec vous. Est-ce qu'il y a un risque pour le projet d'extension de la Sonara en l'absence de Charles Métou? Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas un risque d'entrave pour ces projets-là, parce que c'est utile pour le Cameroun. On en a besoin. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 million de production de tonnes par an. Ce n'est pas suffisant. En Afrique centrale, vous savez qu'il y a plusieurs pays pétroliers, le Cameroun en fait partie, nous devons être au top des tops. Donc, les travaux d'extension ont eu pour but, effectivement, de renforcer la productivité de ce pétrole annuellement. C'était la tangente qui avait été prise par M. Charles Métou. Encore une fois, on peut le craindre naturellement parce que M. Métou, jusqu'à présent, n'a pas fait faux pas, si j'ose dire, dans la gestion de l'entreprise depuis 2002. Donc, est-ce que le successeur, M. Talba Mala, qui a été nommé uniquement parce qu'il est proche de la première dame, va faire le même travail? C'est pas du tout ça. C'est une information. Non, c'est faux, c'est faux. Monsieur, excusez-moi. Il n'est pas proche la Excusez-moi. Quand on démet de façon aussi grossière un manager aussi performant, pouvez-vous me dire... La première dame n'a rien à voir avec ça. Non, mais vous savez qu'elle a une influence plus oui, mais là, c'est une erreur. sur son mari. On est d'accord sur ça. Nous sommes d'accord, M. Ndiamé, sur ce plateau. Mais là, non. Là, je ne suis pas d'accord avec on s'en tient. Nommé M. Talba, qui aujourd'hui a un salaire c'est un concours de 6 effarant de 9,8 millions. Donc, la question est tout à fait pertinente. Effectivement, on se pose la question. Si ça ne pourra pas entraver, effectivement, ces travaux d'extension. Jean-Baptiste Sipa. Non, moi, je pense que tout dépend d'où vient la décision d'enlever Métouk et ce que le président de la République veut faire. S'il a voulu faire plaisir à quelqu'un ou à des gens en enlevant Métouk et qu'il comprend où sont les intérêts du Cameroun, on peut dire que cette extension ne sera pas en danger parce qu'il va demander à Talba de poursuivre ce que Métouk a commencé. Maintenant, si il a obéi à d'autres arguments affectifs et que Talba Mala est envoyé là-bas pour justement empêcher cette extension, ben, en ce moment-là, on est bien obligé de dire que on n'a même pas besoin de poser la question, on sait que l'extension sera compromise. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, personnellement, je pense que on ne peut pas maintenant présumer de ça, parce que pour présumer de la réponse à votre question, il faudrait savoir si M. Talba Mala a la même compétence que Métouk pour poursuivre cette extension. Ensuite, il faudrait savoir si la mission qui lui est confiée est la même que celle qui avait été confiée à Charles Métouk. Non, moi je pense que la seule crainte, je l'ai évoquée maintenant, c'est premièrement qu'il n'y ait pas une démarche citoyenne. Parce que moi je me place dans la perspective post-Biya. J'ai rappelé quelques faits historiques qui montrent que le procédé est récurrent. Je pense, s'il est avéré que M. Métouk, ce dont je doute, a commis quelques fautes de gestion, je ne crois pas que ces fautes soient de nature à le traiter tel qu'on le traite. Maintenant, s'il s'agit d'une mise, entre guillemets, d'un processus de renforcement de la croissance économique du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question. L'énergie est au centre de tout le débat sur le développement actuellement. Et on sait au Cameroun que le fait que le carburant coûte cher pénalise tous les secteurs de notre économie.
de l'agro-industriel jusqu'aux constructions, sans parler des autres. Et si nous avons un citoyen qui a décidé de porter une certaine initiative qui pourrait à la longue amener les Camerounais à maîtriser les coûts, qu'on enlève de la sorte et qu'on nomme quelqu'un qui est déjà directeur d'une société qui devrait faire des résultats de nature à maîtriser le pied et qui ne l'a pas fait. Parce que Talba Mala, le CSPH, n'a jamais dit aux gens à quoi sert la TPPH, la taxe spéciale sur les produits pétroliers qu'il gère. Tout le temps, dès que le baril monte d'un 0,5 centime, il dit qu'on doit augmenter les prix alors qu'il a une caisse de stabilisation entre les mains. Deuxièmement, si le gouvernement camerounais veut vraiment assainir les mœurs, il ne s'agit pas d'enlever les toiles d'araignée, il s'agit de neutraliser les araignées. Je pense que je me fais comprendre. Il faut qu'on prenne le temps de bien nous réorganiser. Alors, moi je voudrais dire sur tout ce qui a été dit sur le plateau. Je partage en partie. Pour revenir à ceci. D'abord, la nomination de Talba Mala c'est de circonstances. Parce que dans le cadre de cette opération, il y a un certain nombre de personnes qui voulaient mettre d'autres personnes. Il s'est dit qu'on voulait mettre, par exemple, le directeur général de la SCDP. Le président a rayé ce nom. On a dit encore qu'il semblerait que c'est un problème des Bassa, des Bakoko. On a pensé à Nyodol. On a rayé son nom pour diverses raisons. Diverses raisons dont je n'ai pas à dire ici. Et l'ordre du Talem, compte tenu de l'urgence, a été rajouté au dernier moment. Et Madame la Présidente n'était pas dans cette affaire-là. Je tiens à le souligner pour dire qu'il n'y a pas de confusion là-dessus. Je voudrais simplement rappeler... Non, laissez-moi dire rapidement, en 30 secondes. Sipala a dit tout à l'heure avec raison, la Sonara, ce que les Français en font ici. Nous avons un pétrole qui est un pétrole lourd. Or, il faut une raffinerie de type topping reforming, qui est au niveau 1 de l'indice 4 de Nelson de complexité des raffineries. C'est-à-dire qu'il faut une mauvaise raffinerie sciemment. Et donc, notre pétrole, nous sommes obligés de traiter donc, à l'origine pour traiter le traiteur qu'on appelle Arabian Light, qui est un traiteur léger, alors que nous avons un pétrole lourd. Donc, ils ont mal fait. Quand on fait l'extension, c'est une excellente gestion, et je tiens à le dire. Nous étions à l'école avec ces mêmes... À l'absence de Charles Metouk, ce projet est-il menacé? Ce pétrole, il a fait ce projet. Et il a fait ce projet parce que l'actionnaire majoritaire était d'accord. Et je rappelle que Talba Mala est membre du conseil d'administration, c'est-à-dire il a voté ses résolutions. Donc il ne peut pas aller à l'encontre de cela. Il n'est pas venu ici pour saboter une action souveraine de l'État camerounais. Je tiens à le rappeler. Je voulais donc dire une chose, que les capacités de production qui sont de 2,1 millions, qui doivent entraîner pour qu'on exporte et que ça nous ramène des devises. L'extension est une nécessité absolue qui doit se faire. Talba Mala n'est que inspecteur principal des impôts. Mais il travaillera certainement avec des ingénieurs qui sont en place, qui sont trouvés en place. Et ce n'est pas l'occasion ici de saboter notre unité de production pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec la gestion de la Sonara. Donc je tiens à le dire ici qu'il faut faire très attention. Et tout à l'heure on a dit, il y a des gens qui ont des dettes énorme au niveau de la Sonara. Y compris l'État qui a 300... L'État a 347 milliards. Sur la dette de l'État a été titrisée, vous le savez très bien. Pas entièrement. Non, non, je dis entièrement, en moitié. 167, non, j'ai les chiffres ici. La dette a été titrisée. 165 milliards. 165 milliards, Oui. Excusez-moi, payé à première tranche 80 milliards mi-avril, 38 milliards en 14 et le reste 47 milliards en 15. Et le reste a fait l'objet d'une compensation, une convention de compensation qui concerne l'appurement des arriérés entre le gouvernement camerounais et la Sonara, convention de la dette sur les taxes dues par la Sonara. Donc, ça a été fait. Et je dis que, entre autres, quand je vois dans les journaux, on écrit que la Sonara paye les intérêts. Mais effectivement, la Sonara est obligée de payer les intérêts de droit par rapport au crédit qu'il a pris. Mais l'État camerounais, qui doit 347 milliards, devait également payer des intérêts dans le cadre de cette affaire pour compenser l'opération. Donc ce n'est pas ça. Pour terminer ici, je voudrais dire que c'est une affaire malheureuse. Tout à fait. Pour le Cameroun. Dans tous les cas, jusqu'ici, Charles Metouk n'est pas interpellé pour sa gestion lorsqu'il était aux affaires, mais plutôt pour des délits que beaucoup estiment cabalistiques. Dans tous les cas, l'affaire se poursuit au tribunal de première instance de Limé, dans la région du sud-ouest. Je voudrais maintenant
Vous invitez à évaluer le processus électoral camerounais qui a connu 2 étapes assez importantes depuis la semaine dernière et même cette semaine. D'abord, la convocation du collège électoral en vue des sénatoriales le 14 avril de cette année. Une actualité qui a été traitée avec beaucoup de distinctions selon qu'on a affaire à la presse gouvernementale ou à la presse indépendante. L'acte du chef de l'État a été vivement critiqué dans la presse privée. Est-ce que des réserves, Célestin Djamène, émises par des journaux vous paraissent fondées? Oui, ça dépend de quels journaux, parce qu'il y a une partie des journaux qui a été, comme d'habitude, assez radicale, je ne vais pas les citer ici, d'autres qui se sont bornés à rappeler les faits et le décret convoquant le collège électoral, pas le corps électoral. Mais je pense que dans le fond, il faut noter que cette convocation du collège électoral est une véritable escroquerie. Et tous les journaux l'ont dit avec pertinence et objectivité. Pourquoi? Parce que quand on sait que les textes relatifs au nouveau code électoral disposent que le collège électoral, n'est-ce pas, des sénatoriales, est constitué à la fois des conseils municipaux et des conseils régionaux, et que M. Paul Biya en personne, au lieu d'abord de procéder à la mise sur pied des conseillers régionaux, au minimum, s'empresse à charpenter cette initiative et aller directement convoquer le corps électoral pour les sénatoriales. Donc là, il s'agit d'une véritable escroquerie, et on peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi, après 17 ans d'attente, qui trouve aujourd'hui l'urgence de passer directement au sénatorial? Ça n'a pas de sens. Mieux vaut tard que jamais. Non, il ne faut pas dire ça. Attendez, il ne faut pas prendre les Camerounais pour des rigolos. Ça fait 17 ans qu'il n'a pas mis sur pied cette institution. Et subitement, alors même qu'il lui fallait qu'on mette d'abord sur pied les conseils régionaux pour pouvoir être dans la parfaite égalité, il préfère néanmoins enjamber cela et passer directement au sénatorial. Donc là, il y a dans un premier point une escroquerie, comment dirais-je, politique. Par ailleurs, je considère que ces conseils municipaux-là, même si on réduit le collège électoral à eux seuls, il est évident qu'ils n'ont plus l'onction populaire. Leur mandat est expiré depuis juillet 2012. Et ces gens-là ont été élus par qui? Par un fichier qui date de 92, qui est complètement frelaté, puisqu'on a eu dans ce fichier des doublons, des tripons, et même des personnes décédées qui, n'est-ce pas, ont voté. Donc, il y a une double illégitimité. Ces gens-là qui sont doublement illégitimes vont donc procéder à l'élection des sénateurs qui seront forcément illégitimes eux-mêmes. Sans oublier que le président, à lui tout seul, détient déjà 30%, n'est-ce pas, dans les 100 sénateurs qui seront, n'est-ce pas, élus et nommés. C'est la première fois qu'on voit dans un pays sur la planète que des élus, que des personnes soient à la fois élues et nommées. Ça n'existe nulle part ailleurs. Hein? Donc, il y a un problème d'abord de légalité, il y a un problème de légitimité, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et le président national du SDF a dit et redit que les élections sénatoriales ne peuvent pas avoir lieu de façon normale si on ne le fasse pas passer après les élections municipales et législatives. Jean-Baptiste Sipar, on a noté, est-ce qu'on est fondé de dire, par exemple avec mutation, qu'en convoquant le collège électoral en vue des sénatoriales, même dans les conditions de délai qu'on connaît, le président a choisi un passage en force? Bien sûr. Moi, j'appelle ça croc en jambe. Mais est-ce que ce n'est pas un acte légal? Je crois qu'il en est coutumier. Hein, il est coutumier des crocs en jambe faits aux Camerounais. Parfois, je me demande, à titre personnel, s'il arrive à M. Biya d'interroger sa conscience d'homme politique, de chef d'État, et d'éprouver quelque honte. Parce que la décision qu'il prend, à la fois sur le fond et sur la forme, montre une certaine inconstance, un manque de sérieux. Vous ne pouvez pas, alors que vous êtes à 2 ou 3 mois d'élections législatives et municipales, c'est-à-dire que vous préparez une élection d'où doit sortir le collège électoral pour les sénatoriales. Vous passez outre la préparation de cette élection alors que les inscriptions sont en cours. On vient même de les proroger d'1 mois. Et puis, de l'autre côté, vous amputez sciemment, illégalement, le collège électoral. C'est-à-dire que M. Biya fait une chose. Il empêche que de nouveaux conseillers sortent des urnes pour lui permettre d'avoir un Sénat, d'avoir un Sénat multicolore.
Parce qu'ils redoutent que ce ne serait pas multicolore si l'élection municipale se fait. Et en même temps, ils ferment la voûte, c'est-à-dire qu'ils amputent carrément. Il dit que les conseillers régionaux n'ont rien à voir avec. Ils préfèrent donc faire confiance à un collège électoral périmé, comme dit un confrère il y a 2 jours, n'est-ce pas? Parce que le mandat de ces gens a expiré, on le proroge par décret. Bon, c'est vrai que le chef de l'État a le droit de proroger, il peut même le faire pendant 10 ans. Il a le droit. Bon, seulement, au fur et à mesure que vous prorogez ce genre de mandat, vous les décrédibilisez et vous annulez aussi leur légitimité. Et donc, vous les convoquez maintenant alors qu'ils sont illégitimes pour vous donner un Sénat en laissant de côté toutes les autres conditions pour crédibiliser le Sénat. Non, moi je pense que politiquement, il faut que nous commencions à devenir conséquents. Faire de la politique, c'est pas une partie de plaisir. Quand les gens sont au pouvoir, on ne peut pas s'attendre tout le temps qu'ils fassent ce qui nous plaît. Le Cameroun a une constitution, on peut dire ce qu'elle est, pas bonne, moins bonne, imparfaite, elle est là. Et elle a prévu des dispositions claires. Moi je pense qu'en la matière, la convocation est légale, régulière. Elle peut être illégitime. Ça va de soi, il n'y a pas de problème. Encore que là aussi, il est Camerounais, donc il peut aussi avoir là le droit de prétendre donner, conserver le pouvoir. Il ne faut pas que nous, partis de l'opposition, nous pensions que le RDPC n'est plus en devoir ni en droit de manœuvrer pour rester au pouvoir. Ce serait une erreur grave. Nous, à l'UPC, on croit qu'ils le font et qu'ils vont continuer à le faire pour essayer de contrôler le pouvoir. Mais nous disons que dans de telles batailles, quelles que soient les dispositions que prend l'adversaire pour rester au pouvoir, il faut savoir sur quelle base on peut s'appuyer pour le mettre en mal même dans son jeu. Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie, nous sommes à un tournant grave de notre histoire où la politique de la chaise vide, ou alors les tentatives, j'ai entendu là que les citoyens vont descendre sur le terrain. Non, il y a des dispositions qu'il faut éviter maintenant. Nous avons vu en Tunisie, les gens sont descendus, ils ont fait, c'est difficile à gérer maintenant. C'est pas sûr que ça va changer dans 10 ans. Le Sénat, c'est quoi d'abord? Moi, je pense que il faut souvent revenir et lire derrière les lignes. Le Sénat n'a presque rien à faire si l'Assemblée nationale n'existe pas. Parce que les lois qui viennent au Sénat viennent par l'Assemblée. La seule chose qui reste au Sénat, c'est d'assumer l'intérim si le président n'est pas là. Est-ce qu'en convoquant le corps électoral, le président Biya n'est pas en train d'annoncer qu'il y a une éventuelle possibilité d'intérim qui arrive? Et en plus, le Parlement camerounais est-il vraiment harmonieux et équilibré, représentatif en son Assemblée nationale? Est-ce que ce n'est pas parce que même étant seulement du RDPC, on pense qu'il y aurait une certaine harmonie dans la représentativité à travers le Sénat? Je dis bien, quel que soit le parti majoritaire. Parce que quoi? Parce que les gens seront représentés par région. On n'est pas sûr que si on prend l'Assemblée nationale et on fait une cartographie, on a même un certain équilibre régional respecté. Donc, mais nous pensons que c'était un coup, on pouvait faire mieux, on pouvait faire autrement. Mais il l'a fait. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, nous irons aux élections. Deuxièmement, nous pensons que c'est légal. C'est que l'UPC est votre faction. Non, là n'est pas le problème. L'UPC de toutes les factions, l'UPC est unique. Les tendances sont normales en politique. On l'a vu partout. Bon. Et même juste, mais les partis politiques vont au tribunal, on l'a vu dans les partis. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que légalement, moi je veux qu'on me prouve. Je vois les textes ici. Simon Serge, je vous en prie, vous aurez la parole. Attendez, Jean-Baptiste, vous avez parlé. Je reste avec vous, voilà. s'il vous plaît, avec un peu plus de précision, au-delà de cette légalité que peut bénéficier l'acte de convocation du collège électoral par le président Biya. Est-ce qu'il n'y a pas une absence de loyauté, de morale et d'éthique politique? Qu'est-ce qui justifie que le président Biya ait choisi de voter hors de toutes les réserves émises autant par les acteurs de la scène politique camerounaise que par la société civile? Est-ce que cet empressement est-il singulier? Bon, moi je pense que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas dans la tête du président de la République, ni dans ses rencontres et sa gestion pour savoir ce qui se passe. Moi, ma propre lecture, je pense qu'il y a un message sur l'intérim. Peut-être que le président de la République, en regardant légalement ce qui est prévu pour les réformes, parce que nous sommes en réforme des listes électorales, qui doivent aller jusqu'en septembre, selon la loi. En regardant cela et en voyant que les autres élections ne pourront pas avoir lieu avant, a décidé, puisqu'il y a quand même un corps électoral qui est là et qui peut faire cette élection,
à décider pour qu'éventuellement, s'il y a l'intérim qui arrive, qu'on puisse l'assumer. Moi, je pense que c'est la première lecture que je peux faire. La deuxième, vous parlez de loyauté, d'éthique. Je m'excuse, tout le monde sait qu'en politique, ce sont des valeurs difficiles à appliquer. Et on ne peut pas croire que maintenant, après avoir vu Biya 30 ans agir, non, ne soyons pas Biya. On a vu Biya agir pendant 30 ans. Quand vous commencez à attendre de lui la loyauté, je dis, écoutez, vous n'êtes plus au Cameroun et vous ne méritez pas les réserves même que vous faites. Est-ce que l'habitude fait la loi? Mais il ne va pas changer. On sait comment il agit. On doit même le prévoir. Nous devons le faire changer. Voilà, nous devons changer. Je vous en prie, Maître Emmanuel Pensi a la parole. Lui, il va partir. Oui, alors, je voudrais dire une seule chose. J'ai écouté ici, vraiment, avec étonnement, le réquisitoire qui a été fait aussi bien par Diamène que par SIPA. Ça ne m'étonne pas. Ça fait partie des écrits et c'est une constante. Vous n'avez pas suivi la défense qui leur a été opposée par celle. Non. J'ai commencé. Laissez-moi. J'ai commencé d'abord à parler de. Et je viens maintenant à ce que vient de dire, je dis, le secrétaire national à l'organisation de l'UPC, qui se base sur les textes. Et moi, je pense que dans ce pays-ci, quand on fait de la politique, on doit d'abord se baser sur les textes. Le texte fondamental qui est la Constitution, qui donne le pouvoir au président de la République de le faire. On doit prendre sur le code électoral que le secrétaire général a ici, qui a été voté par l'Assemblée nationale, même s'il y a eu des contestations. Mais le parti majoritaire l'a voté, et c'est comme ça que ça se passe. Je crois que vous avez ici, et ça je dois le dire aux hommes politiques, parce que je pense que Ndiamène fait de la politique. Et il fait toujours la politique. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme lui dans l'opposition qui contestent tout. Ça ne nous étonne pas. Vous contestez tous les jours. Bon. Et vous avez parlé de mots vraiment assez excessifs. Escroquerie politique. Et vous avez utilisé des mots falsification. Et je dis que tout ce qui est excessif est dérisoire. Je m'en remets tout simplement à, j'allais dire, la froideur de l'analyse politique. Si vous avez... Moi, j'ai suivi les cours avec Maurice Duvergier, qui est le pape en matière de politique, droit constitutionnel à la Sorbonne. Et nous avions comme assistant le président Conté, actuellement, qui était notre assistant à la Sorbonne. Moi, je vous parle des années 74-75. Et je dois dire que quand vous faites une analyse de sciences politiques, et vous avez en face de vous le président Biya qui est diplômé de sciences politiques, qui est en 3e cycle en droit, qui est donc un maître dans l'art de sciences politiques. Et non, il a la pratique depuis des années. Et il est reconnu d'une manière internationale. D'autres, moi je ne suis pas Blaise Pascal Talla qui a écrit Le génie politique. Vous parlez en tant que militant du RDPC. Non, je parle... Il faut dire les choses. Je parle en tant... Laissez-moi. Allons-y, terminez rapidement, maître. Vous avez le droit de parler en tant que citoyen. Je parle d'abord en tant que citoyen camerounais. Et en tant que quelqu'un qui a fait du droit à un certain niveau. Et le secrétaire à l'organisation a lu les textes. Moi, je me base sur ça. La politique est froide. La politique, on n'est pas là pour faire plaisir. Le président est légitime. Et ce qu'il a fait est constitutionnel et légal. Le reste, vous allez être des pleureuses. On va vous regarder pleurer. Et je vais dire ceci pour terminer. Vous êtes, M. Ndiamène, du SDF. Vous avez organisé en février 2008. Vous êtes en train de dire ici que vous allez encore organiser les marches. Les avocats qui ont défendu gratuitement les populations que vous avez envoyées ne vont plus défendre ces personnes-là que vous allez envoyer et vous allez assumer les conséquences de vos actes. Parce que vous êtes complice d'un système totalitaire. Non. Permettez de dire, le président Biya n'est pas légitime. Il est peut-être légal. Le président, effectivement, permettez que je m'exprime. Le président de la République, M. Paul Biya... Et lui avait 79%. Ah oui, et pourquoi pas 90% 80% d'ailleurs même, en 2011. Plus de 80%. Non. Score soviétique, si vous voulez par là. Non, mais... Donc, vous demandez aux gens de ne pas s'inscrire. Maître Emmanuel Pensi, je vous en prie. Excusez-moi, la parole. On sait comment M. Biya a été élu. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Non, bon. Nous assistons depuis 22 ans à des mascarades électorales politiques et nul ne peut le contester. Non. En 92, n'eût été la grande sagesse. Vous vivez au passé. Permettez. Vous vivez au passé. Le présent se nourrit du passé, que vous le vouliez ou non. On est en 2013. N'eût été la grande sagesse
du président national du SDF, Dijon Frondi. Monsieur Biya, on serait en train de parler de lui aujourd'hui au passé. En 92, tous les Camerounais le savent. Monsieur Frondi a été élu président de la République. On sait, d'ailleurs, monsieur Dipanamoulé qui avait dit, je lis ce que je vois, tout le monde s'en souvient. Non, n'appelez pas Dipanamoulé. Non. L'État parti RDPC n'a organisé aucune élection transparente au Cameroun. Et le fait aujourd'hui qu'il convoque le collège électoral sénatorial est la preuve que pour lui, la morale et l'éthique n'existent pas en politique. Et d'ailleurs, il y a deux choses qu'il faut savoir sur le sénatorial. D'une part, la loi dispose que le collège électoral, je me répète peut-être, mais je le redis, que le collège électoral est constitué à la fois des conseils municipaux, des conseils régionaux. Ensuite, il y a un texte, je crois que c'est l'article 67, qui dit que, mais en l'absence de conseillers régionaux, on peut quand même aller aux élections avec les conseillers municipaux. C'est comme si on disait, un maire qui doit valider un mariage dit que la loi dirait que... La loi l'a permis. Non, cette loi, M. Maroc, est un artifice. Voilà. C'est comme si le maire, c'est comme si on faisait une loi en disant que, ah ben tiens, le maire peut marier deux personnes. Mais elle demeure une loi. Un homme et une femme. Est-ce qu'il n'y a pas d'époux? C'est les 7 jamais. Puisque nous devons évoluer, bientôt nous sortons de ce thème. Puisqu'on est, disons-le, devant un fait accompli, vous pensez que la meilleure attitude pour l'opposition, pour cette sénatoriale, c'est de ne pas y aller? Le SIF prendra une position officielle et qui sera publié. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le droit du peuple à descendre dans la rue est un droit constitutionnel. Ouais. L'autorité publique a l'obligation d'encadrer les manifestations. Envoyez les enfants dans la rue. Pas les enfants. Envoyez vos militaires tirer sur les enfants comme en 2008. Non, il n'y a pas eu. J'ai défendu les enfants. Vous racontez n'importe quoi. Les avocats ont défendu les enfants. Continuez à défendre. Moi-même. Vous n'avez pas la parole. Vous refusez votre parole en interférant tout le temps. Non, c'est lui qui m'attaque. Ce n'est pas un plateau de stratégie politique dans tous les cas. C'est pas la stratégie. Il n'est pas normal que les sénateurs les enfants. Avant les conseillers municipaux. Ça n'a pas de sens. C'est une filouterie politique, il faut le dire. Jean-Baptiste. Oui, je voudrais dire que je suis très content d'entendre tout ce débat parce que ça me conforte dans le fait que M. Biya est un grand joueur et que ce n'est pas la gouvernance du Cameroun qui l'intéresse. Parce que vous ne pouvez pas savoir qui a fait cette loi. Cette loi ne vient pas de 1960, n'est-ce pas? Donc c'est le RDPC qui a fait cette loi. Et ils savent donc, M. Biya sait très bien qu'il peut mettre les conseillers hors jeu parce que la loi lui permet de mettre à contribution les conseillers municipaux. Il sait très bien qu'il peut proroger le mandat des conseillers municipaux pour avoir à mettre un Sénat sur place sans que des nouveaux venus avec de nouvelles idées viennent l'embêter. Et ça, il sait très bien en tant que politologue, il le sait. Donc, qu'est-ce qui compte le plus pour M. Biya? C'est rester au pouvoir ou bien gouverner le Cameroun? Voilà la question que moi je me pose. Et là, si c'est rester au pouvoir, c'est clair. Et là, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire contre lui, puisqu'il a la loi avec lui, il est le plus Jean-Baptiste, dans ce cas, quelle est la meilleure attitude pour l'opposition? Voilà, alors, je voulais donc venir à cette attitude. Le Cameroun est divisé entre le pouvoir, M. Biya et son parti, l'opposition, composée de politiciens, et le peuple camerounais. Bon. Je note que le parti au pouvoir et les partis d'opposition se battent pour la conquête du pouvoir. Ils ne se battent pas pour le bien, pour le développement, pour le progrès de la nation camerounaise. Parce que si c'était le cas, il y a longtemps que nous aurions commencé à réfléchir sur les problèmes réels du Cameroun, les problèmes sociaux qui minent le Cameroun. Les problèmes de corruption, aujourd'hui, on en parle uniquement parce que ça sert de subterfuge pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Alors, quand une situation comme celle-là se présente, j'entends des gens qui disent que on va descendre dans la rue et d'autres qui disent que on va vous tirer dessus. Non, ça veut dire personne n'a dit ça. Non,
Ah, enfin, non, ce n'est pas parce que tu l'as dit. Je n'ai jamais dit ça. Non, ce n'est pas toi. Moi, j'ai aux enfants se faire. Moi, je ne parle pas de toi. Je n'ai jamais dit ça. Non, Jean-Baptiste, mais- tu pas fait une mais je ne parle pas de Nous toi, sommes s'il dans te un plaît. plateau. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Je ne Jean-Baptiste, tu pas parle fait une caricature. Je ne parle pas de Cite les toi. contemporains. Non, je ne parle pas de toi. Merci, mon frère. Dans la rue, dans le RDPC, partout. Non. Tous les, on vous dit, S'il vous on plaît. vous dit, si vous descendez dans débat la est rue, bien constructif on vous jusque tire là. dessus. Ça veut dire quoi? Il sort. Ça veut dire que les deux entités-là se battent pour un pouvoir sans que, personnellement, moi, je vois, Citoyen lambda. voilà, je vois, un intérêt. qu'est-ce qu'ils veulent faire avec L'opposition. Monsieur Jamel, Je vous en prie, vous avez parlé, la parole des autres. C'est le Saint-Jamel, vous n'avez pas la parole. C'est le Saint-Jamel. Vous Attendez. n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut quand Vous terminez même rapidement, respecter Jean-Baptiste, notre que c'est modérateur qui donne le tour de parole. Bon, je veux donc dire qu'on ne vienne pas nous dire qu'on va envoyer les Camerounais dans la rue. Il faut que l'opposition, qui est d'accord, avec qui nous sommes d'accord que le régime de M. Biya n'est pas bon pour nous, commence à réfléchir sur le moyen de mettre le peuple à condition. Que l'opposition commence à s'intégrer dans le peuple pour le lever comme le levain dans la pâte. L'opposition n'a pas à rester perché là-bas sur le clocher pour nous inviter dans la rue. Parce que aller dans la rue, c'est quoi? On ne peut pas aller dans la rue sans organiser ce qu'on appelle la révolution. La révolte, on ne va pas avec une révolte. Il faut aller avec une révolution. Qui fait la révolution? Il faut des leaders qui capitalisent les révoltes et les transforment bientôt mettre le en pied sur l'opération. en révolution. Et on ne voit pas, s'il te plaît, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu l'opposition camerounaise tenter de capitaliser les révoltes populaires pour faire la révolution. Parce que si vous faites une révolution sans leadership, si vous faites une révolution sans objectif, dont l'objectif est seulement de prendre le pouvoir, eh bien, on va arriver à une situation où on change tout sans remplacer quoi que ce soit par rien. C'est le malheur de l'UPC. On l'a déjà fait. L'UPC a bien dit clairement qu'en politique, très souvent, la vérité n'est ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse des deux. Et je suis content que ce soit un homme de médias qui soit en train de le dire. Alors, c'est le centrisme. Bon, appelez-le comme vous voulez. Je dis tous ces mots. Je voudrais ce sont vos mots. qu'on intègre Maintenant, il y a une démarche dans la citoyenne. Je dis, il y a une démarche citoyenne que nous avons entreprise en communiquant. Mais il y a souvent un problème de communication au Cameroun. Parce que comme vous l'avez évoqué dans les affaires, souvent j'étais ici sur l'affaire Maratfa, on communique en déphasage. Vous avez entendu tout ce qui a été dit au début maintenant. Et quelques minutes après, on se rend bien compte que la convocation est légale, légitime et régulière. C'est ce qui est souvent dit, c'est-à-dire qu'on raconte des faux Vous irez concepts. quand même à une consultation. Mais maintenant, nous irons. La razzia, Moi, je passe directement. Non, ça on peut analyser. Non, on peut analyser aussi le fait que la prorogation des délais pour la refonte est aussi légale. L'article 74, les articles 74, 75, 78 le prévoient. Le directeur général d'élection Cameroun peut, en cas de refonte, proroger. D'ailleurs, le délai va jusqu'à proroger septembre. quel délai? Proroger quel délai? Mais le délai de... Voici ça. 74, C'est le 75, Saint-Jamel. 78. Vous n'avez pas la parole. Donc, proroger le délai d'inscription sur les listes électorales qui va du 1er janvier jusqu'à au mois d'août. Mais en on est en refonte. Pour proroger. Non, justement, c'est ce que je disais que, tenant compte du fait que les élections devraient déjà être tenir lieu. Donc, c'est pas illégal. C'est déjà la conséquence de la violation Voilà. de la loi initiale. Là, ce n'est pas le délai d'inscription. C'est janvier de chaque année au 31 décembre. S'il vous plaît, mais on n'est pas, s'il vous plaît, respectez-moi. Je vous respecte. Et respectons les citoyens. Il n'a pas convoqué le corps électoral, il a prorogé la date d'inscription. Non, Oui, Le directeur, mais ce que je veux, monsieur le secrétaire général, je dois parler. que vous compreniez, Mais Jean-Baptiste, c'est ça, ce sont les effets Oui, mais d'une c'est ça. première violation. Ce n'est pas parce qu'il y a une première violation que vous allez accuser celui qui fait respecter la loi. je vous dis, la loi de sa propre turpitude. La loi prévoit et le directeur a pris acte. C'est la loi qui le dit. Le directeur respecte. Maintenant, je dis ceci. Non, permettez-moi de conclure parce qu'ils ont imparti à arriver à sur son mon terme. temps. Je vous remercie et je dis qu'il y a une éducation citoyenne. Et bien que tout le monde tire souvent sur l'UPC, c'est parce qu'elle a vu juste avant.
Et le malheur des Camerounais, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que comme Charles Metou, l'UPC, votre tendance ira au sénatorial. toutes les tendances, je peux vous le garantir. Vous parlez au nom de tout Maître Manuel Pensi, Puisque nous avons tenu, s'il vous plaît. Oui, je regrette que je n'ai qu'une seconde quand les autres ont parlé 10 minutes. oui, vous avez beaucoup parlé. Non, mais ce que, Vous avez beaucoup interféré dans le temps de parole des autres. D'accord. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que ce que je retiens, Sipala dit, l'opposition camerounaise n'a pas de politique alternative. Pour l'instant, vous vous basez tout simplement... Lisez nos programmes politiques. Maître Manuel Pensi, Vous êtes amnésique, merci d'avoir accepté ce plateau. C'est Saint-Germain, Simon Sersor, Jean-Baptiste Sipa. Nous sommes arrivés au thème de cette autre livraison droit de réponse sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.